Je vous invite à vous réasseoir. Nous allons continuer pour la dernière intervention de la journée. Nous avons le grand privilège de recevoir un auteur important, en tout cas pour la bande dessinée, mais pas que. C'est quelqu'un qui fait des romans, des essais, qui a eu pas mal de choses en lien avec le cinéma, la photographie. Je pense que la seule chose qui manque à son arc, c'est peut-être chanteur à l'opéra, à peu de choses près. Mais c'est un auteur très, 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 très important. Alors, pour ce qui nous concerne à nous aujourd'hui sur la bande dessinée, Monsieur Peters est connu pour être un des auteurs, ce qui nous en parlera certainement, d'une série, même si ce n'est pas tout à fait une série, bien sûr, des Cités Obscures, qui est une bande dessinée qui a commencé il y a de bien nombreuses années, avec une particularité, ce qui devait être, mais je pense qu'il va l'expliquer lui-même, bien évidemment, qui devait être quelque chose d'assez particulier à l'époque, pas de continuité forcément de temps, pas de personnages récurrents, des albums qui s'enchaînent entre bandes dessinées en noir et blanc, en couleur, albums d'illustration, enfin bon, un mélange de tous les genres, une possibilité, une opportunité de raconter des histoires de manière différente, un peu différente à chaque album. Ça en fait une construction absolument unique dans le monde de la bande dessinée. C'est donc avec un très 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 grand plaisir que nous recevons aujourd'hui Benoît Peters. Alors on avait prévu plein de choses. Donc je vous invite, si vous avez des questions, je sais que vous en aurez des kilos et des kilos, à vraiment attendre la fin, parce qu'en fait, voilà, M. Peters a préparé tout un déroulé pour vous montrer, puis vous interviendrez à la fin si c'est possible, bien évidemment. Ouais, vous pouvez, ouais. Merci David. Alors, ça va être une petite plongée d'abord dans l'histoire et puis dans les techniques de récit entre scénario original et adaptation, deux pratiques qui ont des choses à se dire et en même temps des différences à affirmer. Alors, je reviens d'abord très loin dans le passé à quelqu'un qui a été un peu le grand-père de la bande dessinée, ou son grand-oncle, diraient peut-être certains, Rodolphe Töpffer. Donc Töpffer, un Genevois qui est né en 1799, donc la bande dessinée a un pied dans le XVIIIe siècle, et qui mourra un peu trop tôt, en 1846. Les lunettes que nous voyons sur cet autoportrait sont révélatrices, puisqu'elles sont à l'origine de la vocation de Töpffer, qui se destinait à la peinture, comme son père, qui, ayant des difficultés des yeux, va décider de s'orienter à la fois vers la caricature et l'écriture. C'est un personnage étonnant qui est réputé comme écrivain, comme essayiste, comme critique d'art. C'était un pédagogue, il avait un pensionnat où il formait un certain nombre d'élèves, et comme les hivers étaient un peu longs en Suisse, il a commencé à raconter des histoires. Le premier lecteur des histoires de Töpffer n'est autre que Goethe. C'est Goethe qui, très âgé, reçoit les manuscrits de Töpffer, s'enthousiasme et dit il faut absolument publier ça. Et donc là, on voit le tout début de l'histoire, Monsieur Jabot. Donc un dispositif très simple, les livres de Töpffer sont horizontaux, sont oblongs. C'est amusant de penser que la bande dessinée naît sous forme de livre et pas dans la presse. On est au début des années, fin des années 1820, début des années 1830. Donc bien avant ce qu'on a longtemps considéré comme l'origine de la BD, hein, qui était aux États-Unis le Yellow Kid. Et donc vous voyez un dispositif simple, pas de bulle, un texte lettré, en dessous des images et une séquentialité. Mais parfois déjà beaucoup de sophistication, comme dans cette scène qui est sans doute le premier rêve de l'histoire de la bande dessinée, où on voit à la fois l'intervention de la musique et une image dans l'image, un récit de deuxième degré. Donc il va y avoir énormément d'inventions chez Töpffer, parce que c'est quelqu'un qui a la conscience d'aborder un genre neuf. Hein. Et donc il écrit ceci dans un petit article qui fait paraître avec seulement ses initiales, mais tout le monde à Genève sait que c'est Töpffer qui l'a écrit. Et c'est une des premières définitions de la bande dessinée, une définition extraordinaire, très connue, hein, n'invente rien. Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte.
Les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman, d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. C'est fascinant, évidemment, aujourd'hui, où on parle de roman graphique, à tort ou à raison, de voir que Töpfer, qui n'avait pas le mot bande dessinée, qui parlait de littérature en estampes, utilise cette idée. C'est un roman, mais il ne ressemble pas plus à un roman qu'à autre chose. Donc, il y a évidemment une singularité, une différence. Il est en train de raconter avec des nouveaux outils. Et il raconte de manière extraordinairement inventive, puisqu'ici, nous voyons une scène de montage parallèle. Alors c'est amusant parce qu'on pourrait croire que le montage parallèle est une invention du cinéma. Or, dans un récit de Töpfer de 1840, eh bien, on a un savant qui a vu un malheureux personnage tomber du ciel, en fait chuter d'un ballon, qui se persuade que c'est un extraterrestre et qui l'enferme dans une cage pour mieux l'observer et qui décrit l'ensemble de ses comportements comme ceux d'un extraterrestre. Bon. Donc la scène est très, très, très drôle, enfin, sauf pour le malheureux qui est dans la cage. Et donc vous voyez cette alternance, le docteur écrit, et puis pendant ce temps, euh, le malheureux se débat dans sa cage. Ce qui est extraordinaire avec Töpfer, parmi beaucoup d'autres choses, c'est que non seulement il invente la forme bande dessinée, à peu près tout seul, mais qu'en plus il en est le premier théoricien, avec cet ouvrage dont le titre est un peu étrange, Essai de physiognomonie. Il va partir en fait de l'idée du visage et des transformations du visage comme point de départ de ce qu'il n'appelle pas la bande dessinée. Et cet essai, bien avant Will Eisner ou Scott McCloud, cet essai prend une forme proche de la bande dessinée, en tout cas c'est un récit lettré et illustré, pour expliquer sa théorie. Et sa théorie, c'est au fond que la bande dessinée n'est pas l'adaptation d'un récit littéraire. La bande dessinée ne part pas du langage, elle part d'abord du visage, des gestes, des personnages, et ce sont leurs attitudes et la transformation de leurs attitudes qui vont guider le récit, qui vont nous entraîner. Chaque histoire de Töpfer est centrée autour d'un personnage. Hein, et généralement, le titre de l'histoire, Monsieur Jabot, Monsieur Crépin, etc., le docteur Festus, est lié à ce personnage qui n'apparaît d'ailleurs que dans un seul récit. Mais puisque l'un des thèmes de cette journée est celui de l'adaptation, il y a une des histoires de Töpfer qui est tout à fait étonnante de ce point de vue-là, puisqu'il en a fait deux versions, une version roman et une version BD. Donc c'est ce qu'il explique ici dans ces deux citations. Cette histoire extraordinaire, c'est vrai qu'elle est très extravagante, a été composée d'après des procédés extraordinaires aussi. Figurée d'abord graphiquement dans une série de croquis, donc c'est la version bande dessinée, elle a été traduite ensuite de ces croquis dans le texte que voici. Aujourd'hui, nous publions à la fois et séparément le texte et les croquis. Ce sont deux livres différents, comme pour deux publics différents. C'est donc la même histoire sous une double forme. Et chose remarquable, et là on va rejoindre plusieurs des problématiques évoquées, y compris la traduction, en traduisant en prose le docteur Festus, je fus tout surpris et amusé de voir par quoi les deux langues différaient, que pour faire comprendre les mêmes choses, il fallait les prendre par un autre bout et les montrer par une autre face. Alors ça, c'est une phrase formidable qu'on pourrait donner à beaucoup de romanciers qui rêvent de se voir adaptés en BD et qui ont l'impression qu'être adapté en BD, c'est sauver le plus de mots. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le romancier se dit « Ouh là 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 là, il y a des mots qui vont se perdre en route. Alors c'est bien d'ajouter des dessins, mais perdre des mots, ça c'est vraiment une dénaturation, une spoliation. » Or, Töpfer comprend parfaitement une chose que tout scénariste de BD sait, c'est que, évidemment, s'il n'y a pas cette transformation profonde du langage, ça ne marchera pas. Ce sera quelque chose d'appliqué, de scolaire, de mécanique, où on n'aura peut-être ni la capacité rêveuse de la littérature, qui génère ses propres images, ni la dynamique propre de la bande dessinée. Donc le retour à Töpfer peut être bien utile. Et donc voici très rapidement, hein, tout ça on pourrait le développer longuement, ce sont des pistes que vous pouvez développer de votre côté. Voici les premières pages, ou un extrait, c'est un peu pâle, du docteur Festus version bande dessinée, donc avec beaucoup d'extravagance graphique.
Et puis voici la version donc publiée à Genève, elle aussi, sous forme de roman, donc un texte continu, accompagné toutefois de quelques illustrations. Et donc, évidemment, la confrontation de ces deux versions de la même histoire, de cette auto-adaptation, c'est vraiment un exercice d'auto-adaptation, est tout à fait instructive sur cette problématique. Je fais un bond d'à peu près un siècle autour d'un auteur que j'ai un peu pratiqué, et qui est Hergé. Mais ici, un jeune Hergé, parce que Hergé n'a pas toujours été un vieux monsieur qui recevait des journalistes. Le Hergé le plus créatif, le Hergé ici qui vient de dessiner le lotus bleu, qui s'apprête à faire l'oreille cassée, ressemble à ce jeune dandy. Et les premiers Tintins avaient été tout à fait improvisés. Hergé publiait dans un hebdomadaire belge, supplément d'un journal, le Petit 20e, 2 pages par semaine. C'est ainsi que les premiers récits, Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique, et même les cigares du pharaon, sont improvisés semaine après semaine, un peu comme Alexandre Dumas, Ponson du Terrail et d'autres pouvaient improviser en essayant après de retomber sur leurs pieds. Il se trouve qu'à un moment, après le Lotus bleu, quand son dessin a commencé à se sophistiquer, Hergé commence à scénariser davantage ces histoires. Et notamment, si vous vous souvenez de l'oreille cassée, il y a une énigme au début, un fétiche qui a disparu, qui a l'oreille cassée, qu'on a remplacé, etc. Et puis tout un voyage, et on finit par retomber sur ses pieds et à retrouver le fameux fétiche au terme d'un long voyage. Hergé a eu beaucoup de mal à boucler cette histoire, et donc il se dit, je ne peux peut-être pas me contenter d'improviser des toutes petites séquences, des petits sketchs, des petits gags, je vais construire. Mais il le fait dans des petits carnets sous une forme que je trouve tout à fait fascinante. Donc ce document assez rare pour le coup, projet de scénario. Alors ce qui est barré de traits rouges n'est pas ce qui est mauvais, mais ce qui a été utilisé. C'est-à-dire qu'on sent très bien que ces carnets sont des boîtes à idées pour Hergé. Il note au fur et à mesure, et puis relit son carnet, il dit, ça c'est fait. Voilà. Et puis à d'autres moments, il complète sa note, il rajoute quelque chose. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors le début de ce carnet est tout à fait symptomatique, c'est trouver un point de départ très simple, le fétiche à l'oreille cassée, trop compliqué. Donc il a eu du mal, il va essayer de trouver des points de départ plus efficaces. Mais ce qui me fascine dans ce carnet, et vous allez le voir de plus en plus, c'est la manière dont des éléments visuels, des éléments parfois déjà séquentiels, se mêlent aux notes écrites. Et c'est là où on va voir qu'Hergé est un vrai auteur de bande dessinée, c'est-à-dire pas quelqu'un qui écrit une histoire et puis qui se soucie de l'adapter en bande dessinée, mais quelqu'un qui profondément pense bande dessinée dès l'origine. Donc voilà, des notes plus ou moins développées, parfois très laconiques, parfois juste une idée qui peut être l'embryon d'une séquence. Comme ça, je me souviens d'une phrase qui était « Requin ou autre animal capturé révèle l'identité d'un criminel ». Il n'y a pas un mot inutile. Requin ou autre animal capturé révèle l'identité d'un criminel. C'est une idée qui ne sera pas directement utilisée dans Tintin, mais voilà, ça montre un peu comment il fonctionne. Parfois, donc, ici on voit à peine, mais c'est des esquisses pour ce qui va devenir le sceptre d'Ottokar, une série d'explosions dans différentes villes, récit un peu à la Jacobs, petite séquence, des recherches de costumes. Et Hergé, au début de sa carrière, dans les toutes premières interviews, parle de manière assez sincère de ce qu'il fait. Il dit réellement comment il travaille. Après, au fil du temps, le discours s'adaptera aux médias et sera souvent un peu moins concret, un peu plus factice. Ici, Hergé nous dit « Je prends habituellement un thème général, un canevas sur lequel je brode une histoire. » C'est déjà intéressant. Il ne s'agit pas de raconter une histoire, mais de broder une histoire. Je jette les idées à la suite, comme elles me viennent. J'accumule les trouvailles, les gags au fur et à mesure qu'ils me viennent à l'esprit. Tout cela est naturellement pensé directement en dessin. Bon, ça, c'est formidable. Pensé directement en dessin, noté directement en dessin et remanié très souvent jusqu'au résultat qui me semble le meilleur. Et cette autre phrase, très importante, « L'histoire n'est qu'un fil d'Ariane à partir duquel je brode des gags qui naissent des accidents du crayon. »
on va revenir sur cette formule, mais évidemment, ce qui est fascinant, c'est cette idée qu'il y a une sorte de fil, le fil étant d'ailleurs généralement assuré dans les aventures de Tintin par Tintin lui-même. Tintin veut poursuivre un but, donc par exemple, Chang a disparu dans les montagnes de l'Himalaya, il faut retrouver Chang, et Tintin trace la ligne, et puis Haddock, Milou et d'autres personnages font sans arrêt déraper, dévier l'histoire et l'empêcher d'être trop simple et trop linéaire. Mais cette idée des accidents du crayon, on va en voir une illustration dans cette page que j'espère vous voyez à peu près, et que je vais quand même un peu commenter. Donc, c'est une page dans ce carnet qui s'appelle Tintin et les os, mais qui devrait s'appeler en réalité Milou et les os, et où Hergé brode sur un thème qui est l'obsession de Milou pour les os. Mais évidemment, il y aurait le risque d'être purement répétitif. Milou cherche des os de manière classique. Comme Hergé a déjà bien exploité, il cherche des nouvelles situations. Donc on va avoir la situation au musée d'histoire naturelle avec un os géant, un os qui va déparer ce musée. Mais ce qui est très amusant, c'est de voir la façon dont l'idée se développe dans la tête d'Hergé. Et là, on a vraiment l'impression d'être avec lui, de l'accompagner. Où y a-t-il encore des os ? Alors, musée, homme de Néandertal, morgue. Alors, morgue, ça va pas trop bien avec l'univers Tintin, c'est pas facile. Hôpital, squelette. Et formidable, on va passer de l'os réel à l'os représenté. C'est un élément qu'on va retrouver dans le Sceptre d'Ottokar, un panneau. Donc, Milou, sémiologue, ou Milou, mauvais sémiologue, voit un panneau avec le dessin d'un os et bon, est tout excité. Drapeau de pirate, c'est aussi une représentation de l'os. Milou enlève le drapeau, victoire. Bah, évidemment, le bénéfice gustatif est faible, mais le bénéfice pour le lecteur est considérable. Donc le panneau à haute tension, poubelle, et puis rayon X. Alors là, on commence à être au troisième degré, quoi. On a vraiment dépassé le stade de la représentation. Or, toutes ces idées notées sur cette page, de manière libre et désinvolte, passant du mot au croquis, on va les retrouver. Donc, évidemment, l'os de Diplodocus, une scène célèbre dans le Sceptre d'Ottokar, avec quand même la surprise de Tintin. C'est très très proche de la petite esquisse, hein. On a vraiment... Donc il faut le rapporter. Ce thème de l'os va jouer un rôle très très important dans le Sceptre d'Ottokar, puisque quand le sceptre sera volé et retrouvé, l'hésitation de Milou entre l'os et le sceptre va menacer le régime Sildave. Le roi ne peut pas régner sans son sceptre, et vous voyez quand même que Milou, après avoir hésité, on retrouvera une scène du même ordre dans Tintin au Tibet, rapporte le sceptre. Donc on dit toujours, classiquement, que Tintin a sauvé le roi Muscardus de Sildavie, mais en réalité, c'est Milou. La cabine à haute tension, avec la pensée de Milou, c'est vraiment amusant, parce que c'est un effet, c'est un pur effet visuel, évidemment. L'os auquel pense Milou est aussi un os en 2 dimensions, donc il y a quelque chose là qui marche très bien. Les poubelles, qui sont le début du Crabe aux pinces d'or et la manière pour le récit de se lancer. Donc là, vous voyez que le gag, cette petite idée, en fait, le gimmick associé, comme tu parlais tout à l'heure des gimmicks de langage. Ici, le gimmick associé à Milou, chercher frénétiquement des os, devient non pas simplement un gag qui arrive au milieu du récit, mais le point de déclenchement. Milou se coince la tête se coince le museau dans une boîte de conserve. Tintin jette la boîte, puis se rend compte qu'en fait, il y avait une inscription et va rechercher la boîte, et ça devient le point de départ du Crabe aux pinces d'or. Et jusqu'à l'idée du squelette et l'idée des rayons X qui sont assez, c'est une idée assez formidable, avec un gag qui se prolongera, puisque au moment où On a marché sur la Lune, l'ingénieur Wolf est identifié comme un traître, et donc c'est un moment extrêmement dramatique. Les Dupont auront cette phrase formidable, et le squelette, Wolf, le squelette, c'était vous. Et donc Haddock, évidemment, les prix de ce terme, et le squelette, c'était vous. Ce qui montre d'ailleurs une manière
de penser bande dessinée constamment, c'est-à-dire que c'est un gag qui ne marcherait pas dans un roman et qui peut-être même ne marcherait pas dans un film. Il y a quelque chose qui est vraiment lié à la jubilation du dessinateur-narrateur. Si on prend un contemporain d'Hergé, comme Jacobs, on s'aperçoit que la logique à laquelle obéit son travail est profondément différente. Et que c'est vraiment une sorte de nostalgie du roman et du roman populaire qui traverse les aventures de Blake et Mortimer. Je n'ai pas le loisir de vous le montrer en détail, mais il est certain que, alors que chez Hergé, comme chez Töpfer, on suit les mouvements des personnages et la dynamique de leurs actions, chez Jacobs, on suit les articulations d'un texte qui a été écrit préalablement sous forme d'un petit roman dans un cahier d'écolier. Ensuite, Jacobs place des barres et chacune de ces barres correspond à la quantité de texte qui doit venir dans une case. D'où le fait que même dans une séquence extrêmement visuelle comme celle-ci, et qui est magnifique, Jacobs éprouve le besoin de nous décrire l'ensemble des actions avec des opérateurs syntaxiques comme les cependant, mais au même moment, mais tandis qu'à Scotland Yard, ceci, cela, etc. Et on s'aperçoit donc que ce qui nous conduit d'une image à l'autre, moins dans cette page, mais plus dans une page comme celle-là, ce qui nous conduit d'une image à l'autre, ce n'est pas une ressource strictement visuelle, c'est avant tout un rapport au langage. Et il est amusant, évidemment, de voir que dans la marque jaune, par exemple, la lecture, la présence du texte à l'intérieur de l'image fournit un grand nombre d'éléments narratifs. On pourrait donc dire que Jacobs s'auto-adapte à partir d'une matière littéraire, ce que Hergé et beaucoup d'autres auteurs plus dessinateurs ce qu'Hergé ne fait jamais. Et il y a eu une édition assez amusante et parodique qui est parue il y a quelques années aux éditions de la 5e couche, parodiant une couverture des éditions de minuit et reprenant l'intégralité du texte de la marque jaune, comme pour montrer que cette œuvre restait finalement dépendante de bout en bout du langage, puisque grosso modo, en mettant bout à bout l'ensemble des textes narratifs et des dialogues, on arrive à une histoire complète et parfaitement lisible. Bien sûr, on perd le génie de Jacobs, on perd la mise en scène, on perd les atmosphères, mais narrativement, il y a cette possibilité. Dans un grand scénario de bande dessinée, quel que soit son genre, qu'on soit manga, comics ou dans la bande dessinée franco-belge, si vous mettez bout à bout l'ensemble des textes, normalement, vous devriez avoir un sentiment de manque ou d'incompréhension. C'est-à-dire que ça ne devrait pas vous permettre de comprendre l'histoire. Cette logique profondément visuelle, qui est celle de Töpfer et d'Hergé, on va la trouver à toutes les périodes de l'histoire de la bande dessinée, chez énormément de grands auteurs. Ici, je montre quelques images d'Edmond Baudouin dans une histoire réalisée pour le Japon, à la demande de la revue Morning, il y a pas mal d'années. Et donc, certainement, Edmond Baudouin se dit, il faut que mon histoire ait déjà une grande lisibilité visuelle. Et donc, on va avoir cette très belle histoire d'un personnage qui décroche, qui lâche peu à peu sa famille et ses amis, et dont la tête est traversée d'un certain nombre de visions, de fantasmes, de flashbacks, comme si son corps était devenu accueillant à tout ce qui lui passe par la tête. On pourrait dire que c'est vraiment presque la prise au pied de la lettre de cette formule. Tout ce qui lui passe par la tête est ouverte, le crâne est disponible. Et évidemment, nous lisons ses pensées, nous entrons tout à fait dans son histoire. Il y a du dialogue dans certaines pages, mais grosso modo, ce dispositif très original nous remplace ce qui pourrait être des bulles de pensée ou un récit à la première personne. Et Baudouin nous écrit, nous dit « Les traits noirs que dessine mon pinceau sur le papier blanc m'envoient des messages auxquels il faut que je réponde, des questions que je n'avais pas prévues, des réponses inattendues. » Il y a donc cette idée
que le dessin lui-même, ou la succession de deux dessins, le plaisir même du geste graphique, c'est déjà le début d'une narration. Et on va retrouver la même chose chez un auteur américain, dit de graphic novels, avec plusieurs livres remarquables que vous connaissez peut-être, Blankets et Habibi, mais il y en a eu d'autres, deux énormes romans graphiques où on voit la manière dont l'imagination de Craig Thompson fonctionne en regardant ses notes et ses documents de travail. Ce sont surtout Blanket, c'est un récit de nature autobiographique, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il l'ait d'abord écrit et puis qu'il puisse le mettre en image. Or, on s'aperçoit dans ces carnets, que j'ai récupérés je ne sais plus comment, que on s'aperçoit qu'il y a des mots, qu'il y a des croquis, mais qu'il y a aussi des petites séquences qui déjà préparent les futures pages de bande dessinée, qui parfois même prennent la forme de pages de bande dessinée. Il ne s'agit pas du tout du crayonné de la page. Hein. C'est quelque chose qui a été fait bien avant. C'est une sorte de longue méditation scénaristique sur ce que l'histoire peut devenir. Et puis, ça commence à prendre la forme d'une esquisse, et cette esquisse, évidemment, conduira très naturellement aux planches terminées, qui vont garder cette liberté et cette place accordée au dessin qui, par moments, est décoratif et finalement métaphorise l'histoire sans se soucier vraiment de la raconter. On s'aperçoit ici qu'évidemment, la double page est aussi faite pour être perçue d'un coup comme une composition globale, chose qu'un scénariste, travaillant avec un dessinateur, n'oserait probablement pas faire, car il faut une confiance immense dans la capacité du dessinateur et dans le désir qui peut être celui du dessinateur ou de la dessinatrice. Alors, rencontrons maintenant un peu plus précisément, puisque j'ai essayé tout de même de prendre au sérieux le thème de cette journée, la question de l'adaptation. Et donc, de tout ce que je vous ai dit et montré jusqu'à présent, on pourrait penser que je ne suis pas un grand fan de l'adaptation. C'est-à-dire que cette idée que la bande dessinée aurait trouvé ses lettres de noblesse au moment où elle adapterait des romans classiques ou contemporains, ou bien où elle ferait venir des écrivains pour écrire, que ce serait le nirvana, je n'y crois pas trop. Mais en même temps, je suis loin de condamner la possibilité de l'adaptation, à condition que digestion et transformation, il y est véritablement. Et c'est le cas, alors dans un exemple très simple, hein, dans ce genre de conférence, on est obligé de prendre des exemples courts parce qu'on ne peut pas travailler sur tout un récit. Cet exemple est très très simple du grand dessinateur argentin Alberto Breccia, qui a adapté plusieurs nouvelles d'Edgar Poe, et le cœur révélateur est adapté d'une manière absolument incroyable. Le texte est réduit à la portion congrue, il y a extrêmement peu d'éléments, et tout ce qui serait porté, tout ce qui est porté chez Edgar Poe par la voix narrative, est ici remplacé par une succession d'images presque identiques, une transformation entre vue subjective et vue objective, une montée progressive de la terreur qui va nous traduire cette nouvelle assez effrayante d'Edgar Poe. Alors, il y a là quelque chose d'extraordinaire parce que Breccia est un dessinateur virtuose qui est capable de tous les styles. Ici, il va au plus pur, à l'épure, il reprend quasiment les mêmes cases avec de toutes petites variations, et ce n'est donc aucune de ces cases qui raconte, mais véritablement la composition qui est mise en place. Donc vous voyez qu'ici, d'un texte littéraire, si Edgar Poe avait encore été là, il aurait dit décidément, on n'a pas gardé grand-chose de ce que j'ai écrit. Pourquoi me suis-je donné autant de mal? Et pourtant, je pense que l'essence du récit de Poe et de l'effet provoqué par Poe, comme d'autres auteurs fantastiques comme Lovecraft, etc., cet effet a été bien mieux réussi que dans des adaptations verbeuses qui essayaient de préserver le texte en ajoutant des images qui, d'une certaine façon, devenaient redondantes. Et c'est toujours le risque, évidemment, dans le dispositif d'adaptation. Alors,
traversée très rapide de l'histoire de la bande dessinée, enfin de quelques moments de l'histoire de la bande dessinée et de quelques situations d'écriture. Évidemment, vous reconnaissez Goscinny et vous le reconnaissez avec Uderzo. Alors, comment est-ce qu'on travaille à deux? Puisque jusqu'à présent, dans tous les exemples que je vous ai montrés, hormis un Edgar Poe bien lointain, mort depuis longtemps, qui n'allait pas se plaindre, il aurait d'ailleurs eu tort de le faire, tous les exemples étaient des exemples d'auteurs solitaires, d'auteurs que l'on appelle, on me reproche parfois cette appellation, mais d'auteurs complets, c'est-à-dire d'auteurs qui sont scénaristes, dessinateurs, parfois scénaristes, dessinateurs, lettreurs et coloristes même. Et dans le cas d'Astérix, on est dans un autre mécanisme. Mais ce qui va se passer, et ce que j'essaierai de retrouver dans d'autres exemples, ce qui va se passer, c'est la tentative d'avoir une véritable synergie dans le duo, où il n'y aurait pas d'un côté le scénario et de l'autre les images. C'est ce qu'on voit dans cette représentation parodique, cet autoportrait de Goscinny et Uderzo au travail. Donc la jubilation partagée, la manière de mimer, de vivre les scènes, et on sait par des récits de Goscinny et d'Uderzo que dans la naissance d'Astérix et Obélix, il y a eu cet échange permanent d'idées. La première idée était qu'Astérix allait être un grand costaud. Et évidemment, c'est Uderzo, à un moment, qui propose que non, Astérix soit plutôt petit et râblé, et Obélix un peu enveloppé, pour créer entre deux quelque chose d'infiniment plus intéressant. Et donc, il y a des idées, on le sait, on a loué 1000 fois et de tous côtés le génie de Goscinny, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu une exécution de la part d'Uderzo, mais une co-invention. Alors bon, voilà la manière dont on travaillait à l'époque, la première description du premier épisode d'Astérix, donc sous forme de texte continu, et puis cette présentation sur 2 colonnes, à la façon de scénario cinématographique du moment, c'est suivi de manière assez précise, mais il ne faut pas oublier qu'en dehors même de cette page, et avant le résultat achevé, les échanges ont été innombrables entre les co-auteurs. Donc il n'y a pas un scénario complet qui aurait été donné, et puis Uderzo ou d'autres qui l'auraient dessiné de leur côté, mais une sorte de véritable synergie pour inventer ensemble une histoire dont la drôlerie ne tient pas seulement au jeu de mots, mais aussi à la mise en scène et à la virtuosité de caricaturiste d'Uderzo. Alors bon, on arrive un peu plus proche de nous, mais je ne veux pas du tout établir de comparaison entre le duo Uderzo-Goscinny et celui que je forme depuis un certain nombre d'années avec mon ami François Skeuten. Mais ce qui nous est commun, certainement, c'est cette idée d'une création en duo. Et donc là, c'est une situation fréquente que nous nous retrouvions dans l'atelier du dessinateur, à la table, en train de, dans un premier temps, de gamberger autour de l'histoire et de définir ses grandes lignes, son atmosphère, ses références visuelles, etc. Mais aussi au moment de ce que nous appelons le découpage ou le storyboard que nous réalisons très fréquemment côte à côte. Dans les premières années, très souvent, j'arrivais avec le dialogue déjà à peu près définitif et nous adaptions ce dialogue en page de bande dessinée. Et plus nous avons eu confiance l'un en l'autre, plus il est arrivé que je n'arrive qu'avec des fragments de dialogue que nous découpions et que le dialogue définitif arrive dans un second temps. Alors, c'était évidemment une chance aussi, puisque nous vivions tous les deux dans la même ville et qu'on se voyait extrêmement souvent. Après, François est resté à Bruxelles, moi j'étais à Paris, le travail était un petit peu différent. Mais pendant beaucoup d'années, et encore aujourd'hui, l'essentiel se fait comme ça. Alors, après un certain nombre de discussions, ça c'est très ancien, c'était à une époque où le traitement de texte n'était pas encore automatique pour moi, je note une sorte de premier fil conducteur, mais vous voyez que je reviens moi aussi dessus, donc que le texte lu peut être un texte relu sur lequel se greffent des éléments. Mais bien sûr, ça, ce n'est pas destiné au dessinateur. Et avec le dessinateur, c'est une autre dynamique qui va se mettre en place. Dans cette histoire, L'ombre d'un homme, donc, qui est une histoire que nous avons réalisée
je crois qu'il est paru en l'an 2000, donc à peu près à mi-chemin de notre travail. Mon rôle de scénariste a consisté notamment à servir de modèle pour le personnage principal. C'est-à-dire que j'ai posé régulièrement, et François s'était inspiré non seulement mon faciès, mais de mes attitudes, que je croyais forcer un peu, mais qui apparemment étaient relativement ressemblantes malgré tout. Alors, c'était pas de chance parce que pour la seule histoire pour laquelle j'ai servi de modèle pour le personnage principal, le personnage était assez antipathique, en tout cas pendant tout le premier tiers de l'histoire. J'aurais dû évidemment me choisir un personnage beaucoup plus positif. Donc, voilà une phase de scénario qui est encore très générale. Ce sont des notes. Là, je pense que si elles sont mises au net en traitement de texte, c'est parce que je dois avoir le désir de les faire lire à François pour qu'il réagisse dessus. Il n'y a pas d'indication de page, il n'y a pas de dialogue. On est vraiment là dans du récit et du récit avec des trous encore. Vous voyez d'ailleurs que l'histoire qui va s'appeler L'ombre d'un homme s'appelle ici La proie pour l'ombre. Donc on est à une phase assez antérieure, c'est un titre beaucoup moins bon. Parallèlement, François prend des moments de l'histoire et les esquisses, mais les esquisses sous une forme qui n'est pas celle de la bande dessinée, qui est vraiment presque du dessin d'attitude, comme il est arrivé à Hergé d'en faire très fréquemment. Il est amusant d'ailleurs de voir que Hergé, dans ses studios, prenait la pause et que ses collaborateurs faisaient le croquis, souvent Bob de Mort. Pourquoi ? Parce qu'il semblait à Hergé plus important de jouer la scène, de la mimer, de la vivre, de raccrocher le téléphone rageusement comme le capitaine Haddock peut le faire, et comme lui le sentait, comme un acteur, plutôt que le croquis, puisque le croquis allait de toute façon être transformé. Donc ici, voilà, c'est ce jeu. Moi, je prends la pause et François fait le croquis. Alors, ça commence par des cauchemars épouvantables, donc je devais faire toutes sortes de choses un peu agréables, pas sauter par la fenêtre quand même. Mais, et puis, voilà, ça se développe. Et ça reste un traitement ici, donc traitement séquentiel, c'est des termes qu'on emploie souvent au cinéma. Le récit est assez détaillé, mais il ne prend pas encore la forme de la bande dessinée. C'est l'esprit des scènes, c'est les éléments essentiels du dialogue. Et ce n'est que petit à petit qu'on va s'approcher des pages. Ici, c'est une histoire où la couleur joue un rôle absolument essentiel, elle est au cœur de l'histoire. Donc, assez étrangement, après le crayonné, François Skeuten réalisait la couleur et le trait à l'encre de Chine venait en dernier lieu. C'est une technique inhabituelle liée au... Donc là, vous voyez que j'ai payé de ma personne. Mais c'est évidemment étrange parce qu'on pourrait se dire un scénariste n'est pas le modèle pour un personnage. Et donc, Alan Moore, par exemple, qui donne des scénarios extrêmement détaillés, décrirait chacune de ces images minutieusement, alors que là, nous avons évoqué la séquence. Je savais que François avait envie de faire quelque chose avec les mains. Après tout, un dessinateur voit ses mains sans arrêt. Et donc, c'est un objet intéressant. Et pourquoi aurais-je dû décrire ce que je pouvais tenter de mimer et ce qu'il pouvait tenter de saisir par le croquis. Donc nous voilà à l'époque, encore presque jeune, et c'était un petit reportage qui avait été fait sur nous, dont j'ai extrait quelques images. Alors bien sûr, vous le savez, quand on filme le travail, hein, que ce soit celui d'un professeur, d'un biologiste, d'une personne travaillant dans une médiathèque, c'est différent. On modifie évidemment le travail. Mais malgré tout, comme on avait besoin d'avancer dans l'histoire, ça saisit quelque chose de la dynamique où nous sommes côte à côte dans l'atelier. Et donc là, on s'essaie à mettre en storyboard une séquence avec des essais assez multiples. Parfois, on en fait moins. Mais là, on s'en donnait à cœur joie pour évidemment l'organisation, la mise en scène, la mise en page étaient autant d'éléments importants dans le récit. Le récit n'est pas fait que d'une succession de cases, de dessins et de textes, il est aussi pris dans une dynamique et parfois on peut concevoir une séquence sous un autre point de vue ou mettre la page sous une autre forme. Donc vous voyez là l'esquisse définitive
à gauche, cette esquisse, évidemment, n'est pas du tout le crayonné qu'il y aura après, hein. Il y aura un crayonné très précis, et puis la mise en couleur, et finalement, le trait, euh, le- les bulles elles-mêmes, le lettrage sont tracés par le dessinateur lui-même. C'est le cas de beaucoup d'auteurs, je pense, qui pensent que la manière de tracer le texte et même la petite vibration qu'il peut y avoir dans le tracé des phylactères appartiennent pleinement au langage de la bande dessinée. Donc là, voilà encore d'autres éléments. On ne fait pas toujours quelque chose d'aussi poussé, mais esquisse d'attitude, recherche d'attitude pour des personnages. Et puis voilà ici une page que je remets après notre séance de travail, donc avec un élément descriptif qui peut être très court, puisque nous en avons déjà parlé, donc c'est un aide-mémoire, et par contre, de temps en temps, et parfois je le fais plus qu'ici, donc le dialogue, hein, et puis de temps en temps, des indications qui sont vraiment des indications pour le dessinateur, c'est-à-dire ce n'est pas destiné à être lu par l'éditeur ou comme un scénario de cinéma qui circule de main en main pour trouver des financements. Ici, ce sont vraiment des indications pour une seule personne. Je l'écris proprement parce que je pense que c'est plus agréable pour le dessinateur aussi. Donc j'écris ici, par exemple, comme note en bas de cette page, notre histoire se situe vers 756. Alors 756, temps des cités obscures, qui est légèrement différent d'une autre, je vous passe les explications. Soit 10 ans après l'histoire, Brussels. Le docteur Vincent, qui est un personnage qu'on avait vu dans Brussels, a donc pris du ventre et sérieusement grisonné. Il a maintenant 40 ans de bistouri, parce qu'il avait publié un livre qui s'appelait 30 ans de bistouri. Il a maintenant 40 ans de bistouri, soit environ 65 ans. Mais sa vanité n'a fait que croître. Il y a dans son cabinet une affiche de son livre, les auteurs, vous les connaissez, quelques diplômes, peut-être une photo le montrant en présence d'un homme célèbre, par exemple Klaus van Ratten, ou Eugène Robic, ou le bourgmestre Spanac. Donc ce sont des indications dont nous n'avons pas parlé avant et qui viennent en plus, qui, comme disait Hitchcock, nourrissent la tapisserie. C'est des détails comme ça qu'on voit, qu'on ne voit pas, des allusions. Et c'est assez amusant parce que quand on écrit un scénario, on n'est donc pas obligé de l'écrire comme si tout le monde allait le lire. On peut donner des indications. Parfois, ça peut être « souviens-toi du film que nous avons vu » ou de la personne que nous avons rencontrée et qui nous a tenu la jambe pendant 1 heure, enfin, etc. Bon. Donc, il y a quelque chose d'assez libre. Alors, on a essayé de renouveler les techniques de travail d'un album à l'autre. Et par exemple, dans un livre comme L'Archiviste ou un autre comme L'écho des cités, le texte est assez séparé de l'image. Il y a de grandes images et un texte qui joue un autre rôle, qui se rapprocherait plus peut-être d'un article de presse ou d'un roman illustré. Et c'est ce que nous venons de faire aussi dans Le Retour du Capitaine Nemo, notre livre le plus récent, qui me semblait intéressant par rapport à la problématique de l'adaptation, puisque d'une certaine manière, c'est une adaptation très libre, très indirecte, de 2 romans de Jules Verne, des 2 romans de Jules Verne où apparaît le capitaine Nemo, 20 milieux sous les mers, et l'île mystérieuse. Mais évidemment, nous ne nous sommes pas du tout placés dans l'idée d'une adaptation de Jules Verne en bande dessinée, mais d'une sorte de nouvelle vie du capitaine Nemo, dans un contexte tout à fait différent, et lié aussi, alors c'est aussi une sorte d'adaptation, lié à un projet scénographique ou un projet urbanistique de François Skeuten, qui est cette grande sculpture qui devra prendre place devant le bâtiment que nous voyons à l'arrière-plan, à Amiens, à l'occasion du 120e anniversaire de la mort de Jules Verne. Donc ce projet est actuellement en construction. François avait travaillé depuis longtemps sur cette sculpture, cet hybride, le nautipoulpe, mixte du nautilus et d'un poulpe géant. Il avait réalisé des dessins et c'est en voyant quelques-uns de ces dessins que j'ai eu envie de démarrer un récit et de proposer à François de continuer à le dessiner, de dessiner en même temps l'autre point de vue, celui du capitaine Nemo, ressuscité, sorti d'un long coma. Et donc, ici, vous voyez de toute façon que l'élément scénaristique, c'est d'abord l'image. C'est d'abord le dessin, ces dessins extrêmement fouillés, destinés à être de grands dessins, à rester comme tels. Et puis cette masse informe, ces cheveux emmêlés, d'où sortira peu à peu le visage du capitaine Nemo. Et donc,
livre va prendre une forme différente d'une bande dessinée, une autre organisation des rapports entre page de gauche et page de droite, une respiration particulière de l'image et une logique qui n'est pas vraiment celle de l'adaptation, puisque le dessin a eu sa propre énergie graphique et que le texte essaye non pas de décrire ce qu'il y a dans les images, mais de proposer un autre récit, le récit à la première personne de ce capitaine Nemo qui revient à la conscience. À un moment, le livre prend une forme plus séquentielle. Voilà. Ça, ce n'était pas le capitaine Nemo. Alors, ce que je voulais dire, oui, il nous reste encore quelques minutes, c'est qu'il m'est arrivé de collaborer avec d'autres auteurs et autrices, et qu'à chaque fois, c'est une autre méthode qui doit s'inventer pour que on tire parti pleinement de la personnalité, du style, des goûts de la personne. Ici, c'est Aurélia Orita, qui est une amie de longue date et dont j'avais été l'éditeur des premiers ouvrages. Peut-être connaissez-vous ce livre qui est presque sulfureux et en même temps bien innocent et bien joyeux, cette autobiographie érotique qui s'appelle Fraises et chocolat, et dont j'avais été l'éditeur. Puis j'avais suivi la sortie un peu mouvementée de cet album qui a donné lieu après à un autre livre qui s'appelle Buzz-moi, qui portait autour de la réception de tout cela. Et donc Aurélia est peu à peu devenue une amie, d'autant que ce livre a été un grand succès, donc j'ai eu l'occasion de l'accompagner souvent. Et nous avions un goût commun, une passion commune pour la cuisine. Et donc, je racontais souvent des histoires de cuisine, parce que tout jeune homme, passionné par la nouvelle cuisine et par la gastronomie, j'avais pratiqué la cuisine à domicile, tandis que j'achevais mes études, mes parents ne voyant pas d'un très bon œil mon orientation vers la bande dessinée. Et donc, j'avais des expériences contrastées et amusantes cuisine à domicile, et un jour, Aurélia me dit « mais on pourrait en faire un album, ce serait amusant ». Alors, elle est habituée à faire ses propres histoires. Elle a toujours raconté ses propres histoires. Donc, elle me dit « moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un découpage tout à fait terminé que je devrais exécuter. Écris-le presque comme un petit roman, comme une nouvelle, et je te proposerai des choses, et puis nous ajusterons les pages pour que chacun y trouve son compte ». Donc voilà là une technique de travail assez différente de celle que j'ai avec Françoise Keuten, puisque le récit qui est proposé ici, donc c'est le premier chapitre, c'est déjà un texte qui peut figurer dans la bande dessinée. Donc là, d'une certaine façon, on va se rapprocher un peu plus de la logique d'une adaptation. Hein, je ne sais pas vraiment comment cela a commencé, de la cuisine de mon enfance, j'ai peu de souvenirs marquants, etc. De temps en temps, des petits fragments de dialogue, mais donc, c'est un récit. Et Aurélia, de son côté, dit, bon, ben, toi, je vais te dessiner comme un personnage de BD. Donc, pas avec un souci d'exactitude, on va créer un personnage, ce qui m'amuse beaucoup. Généralement, quand on fait un récit autobiographique, en bande dessinée, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est l'auteur ou l'autrice qui raconte et qui dessine, qui se représente. Il y en a qui se représentent de manière assez peu flatteuse, comme Joe Sacco, il y en a d'autres qui se représentent de manière plus glamour. Bon, chacun choisit. Ici, elle campe le personnage, donc elle commence à travailler. Mais moi, je sais aussi que nous ne sommes pas de la même génération et que pour raconter ces aventures, je vais avoir besoin de la nourrir d'un certain nombre d'informations. Et donc, même si elle prend essentiellement le texte, je vais la nourrir aussi de photos, de documents, de menus d'époque, etc. Là, il y a une partie qui est en bleu dans la page parce que je l'indique comme une séquence facultative. Tout ce que j'avais écrit en bleu, c'était « si tu veux, tu peux laisser tomber », mais généralement, elle a gardé ces morceaux. Donc c'est aussi une façon de la faire fonctionner. Donc voilà le type de document que je lui donne. Rassurez-vous, quand j'étais étudiant, c'était pas aussi vieux que ça, quand même. Mais enfin, par contre, l'ambiance du quartier est tout à fait inchangée. Les voitures et les kiosques mis à part. Et donc, évidemment, ça contribuera
à l'aider pour retrouver des éléments. Donc au début, vraiment des esquisses très simples, très rapides pour mettre en place les choses. Et puis, donc, vous voyez que par exemple là, il y a le texte, mais le fait que j'ai fourni ce document est largement l'équivalent d'une description poussée. Donc un ami de l'époque, un livre de cuisine, de référence, une capture d'écran sur le lieu où je vivais à l'époque. Donc ce sont autant d'éléments qui nourrissent et complètent le scénario. Et donc, vous me reconnaissez, un peu moins peut-être que dans L'ombre d'un homme, voilà le petit personnage qui va au Resto U. Donc ce n'est pas une expérience gastronomique. Et petit à petit, comme ça, en mettant en place cette histoire, on se dit, au début on dit noir et blanc, couleur, et puis tout d'un coup, tout est en noir et blanc, sauf la cuisine. Bon, alors quand c'est le Resto U, c'est pas formidable. Les petits soufflets, là, l'orange, c'est déjà mieux. Et donc, moi, je lui parle de la nouvelle cuisine, de l'importance qu'avait la revue Goemio, etc. Et hop, les 10 commandements de la nouvelle cuisine, avec Aurélia, évidemment, prennent une forme biblique plus marquante, plus forte. On se permet un peu tout. Donc, voilà après comment le scénario se développe, les chapitres avec la voix narrative, les dialogues, mais aucune indication de page ou d'images. Bien sûr, tous ceux qui écrivent le savent, passer au paragraphe, par exemple, c'est déjà donner une indication. Si j'écris 5 lignes de description et puis que je dis « Benoît se retourne surpris », on aura compris que probablement c'est une autre image que la précédente. Mais malgré tout, la dessinatrice peut, elle, avoir un autre regard, interpréter, développer une séquence, en réduire, en contracter une autre. Et par exemple ici, donc c'est le premier repas à domicile que je prépare chez une dame très 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 chic qui veut faire passer un test avant le premier repas qui sera avec sa maman. Donc la dame a déjà un certain âge, maman a un âge certain, et il s'agit de ne pas la déconcerter. Et moi j'ai mes audaces nouvelle cuisine qui n'entrent pas tout à fait dans le plan. Donc c'est une scène de comédie, quoi. Et donc on vient chercher. Et puis finalement, cette idée du menu, elle va la travailler. On est en train de discuter du menu, donc elle prend une forme qui n'est pas du tout la forme à laquelle j'aurais pensé, moi, au départ, et donc le dialogue s'intercale. D'accord pour l'avocat, mais oubliez la mangue, elle détesterait. Bien, et comme dessert, un soufflé aux framboises, c'est la saison. Généralement, nous le mangeons au Grand Marnier, mais c'est d'accord. À mardi, nous passons à table à 12h30, soyez ponctuels. Ce soufflé que je propose me jouera des tours épouvantables, puisque la dame sonne avec une petite cloche pour apporter le plat, ce qui marche pour l'entrée, ce qui marche pour le plat principal. Mais le soufflé n'est pas monté au moment de la cloche. C'est un épisode dramatique, évidemment, c'est épouvantable. On ne peut pas servir le soufflé ultra léger aux framboises sans qu'il soit monté. Et donc, à la fin, elle me dira, le repas terminé, c'était très bien, très fin, même ma mère a beaucoup aimé, mais j'ai dû sonner 2 fois pour le dessert. Vous comprendrez que je ne vous reprenne pas. Donc j'avais loupé le test. Alors voilà, la bande dessinée offre l'occasion de transformer en comédie un moment qui, à l'époque, avait été un peu vexant. Voilà, donc vous voyez, la bande dessinée peut mener à tout, mais surtout, il peut y avoir ces expériences, même à deux, qui nous rapprochent finalement de cette dynamique profonde du médium à laquelle je crois, cette idée que écrire la bande dessinée, ce n'est pas écrire plus dessiner, mais produire quelque chose qui ne pourrait pas se faire dans une autre forme et qui tire autant que possible, qu'il s'agisse d'une tour gigantesque, du retour du capitaine Nemo ou d'un simple soufflé aux framboises, qui essaye de se dire ça ne sera jamais aussi bien qu'en bande dessinée, et finalement, il n'est pas nécessaire de l'adapter. Pardon ? D'accord. Bon, moi perso, j'ai 892 questions à poser. J'ai l'impression qu'on ne va pas avoir le temps. Je vais donc
vous laisser la parole à vous, mesdames et messieurs. Allons-y. Oui, non, mais s'il y a des questions, non. Enfin, profitez-en, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir M. Benoît Peters avec nous quand même. Alors, merci beaucoup au nom de toute la salle parce qu'on est sous le charme là, de votre présentation. Et merci, un grand merci. Et moi j'ai une petite question à vous poser. Ça fait longtemps que je vous posais la question. Comme je vous ai devant moi, là, je profite, c'est quand même assez rare. Pour revenir juste à l'adaptation d'une œuvre littéraire en bande dessinée, je crois me souvenir, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, dans la série des Cités Obscures, il y a une histoire avec un cube qui grandit démesurément. Je crois que c'est la fièvre d'Urbicande, si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors, vous allez enfin pouvoir me répondre à cette question que je me pose depuis plusieurs années. Il me semble avoir décelé dans cette histoire de cube une nouvelle d'un écrivain anglais de science-fiction qui s'appelle Graham James Ballard, que moi j'adore. Il me semble avoir eu une nouvelle où il y avait comme ça un cube qui grandissait. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous aviez lu cette œuvre-là? Ou est-ce que c'est une coïncidence entre grands esprits qui se rencontrent? Donc vous allez peut-être me répondre. Cette histoire de cube qui grandit démesurément. Alors, pour être honnête, je n'ai pas lu cette nouvelle, vous êtes le premier à m'en parler, et je ne crois pas que François Scoyton l'ait lu, quoi qu'il soit assez lecteur de science-fiction, peut-être plus que moi. Je pense qu'il y a des formes, que ce soit, je ne sais pas, des structures triangulaires, des cristaux, des sphères, etc., qui appartiennent à un imaginaire assez large, finalement, et qui peuvent réapparaître chez plusieurs auteurs. Voilà, je me souviens de la manière dont nous avons démarré cette histoire et des recherches, notamment mathématiques, que j'ai dû faire alors que je n'étais pas un fort en maths, pour le développement du cube, parce qu'ils avaient un développement tout à fait particulier, qu'on a d'ailleurs pu ramener à une équation à un moment. Mais voilà, on avait vraiment l'impression d'avancer en terrain vierge, d'inventer. Mais vous savez, inventer, bon, alors, quand j'ai fait l'album La Tour avec François, donc une variation sur la Tour de Babel, je ne me fais pas d'illusions, on n'est pas les premiers à traiter de la Tour de Babel, comme le thème de Don Juan. Enfin, il y a comme ça des thèmes qui courent, mais dans le cas de la fièvre d'Urbicande, je n'avais pas cette impression-là. C'est amusant d'ailleurs, là j'évoque en deux mots la Tour. En fait, la Tour, par certains côtés, c'est l'adaptation d'un tableau de Bruegel. C'est-à-dire, vous avez un tableau de Bruegel qui raconte à la fois l'arrivée des bateaux, les pierres qu'on débarque, le début de la construction, et puis vous voyez qu'elle est inachevée. Et nous, on s'est dit, tiens, si on entrait par une des ouvertures de cette tour, qu'on trouvait un personnage et qu'on le suivait à travers toutes ces déambulations, et d'une certaine façon, c'était transformer une seule image, un tableau parfait et mythique, en un récit. Mais évidemment, en faisant ça, on se réfère aussi au mythe biblique de la tour de Babel et à beaucoup de prolongements qu'il y a eu. Donc on pourrait dire que parfois, quand on dit un scénario original, on est un peu prétentieux, parce que scénario original, beaucoup de scénarios sont des variations, je sais pas, sur l'Odyssée, sur énormément de mythes qu'on peut retrouver. Mais je dirais que dans le cas de la fièvre d'Urbicande, nous n'avons pas le sentiment d'être en écho avec telle ou telle chose. Puis, il arrive parfois aussi qu'on ait lu quelque chose il y a longtemps ou vu l'écho de quelque chose. Par exemple, des gens ont cru que Hergé s'était inspiré dans plusieurs histoires de Jules Verne. Et Hergé n'a pas lu Jules Verne, mais il avait certainement vu certaines images de Jules Verne et des choses qui appartenaient à l'imaginaire collectif. Et puis, une des personnes qui l'a aidé dans le travail scénaristique, Jacques Van Melkebeek, avait lui été un lecteur de Jules Verne. Donc Hergé pouvait répondre de bonne foi, « Ah non, moi, Jules Verne, je l'ai en fait jamais lu », alors que certains récits seraient pénétrés d'images venues de là. Mais ça, pour le coup, c'est le principe de la référence. Oui, mais référence consciente, inconsciente, référence perçue ou non perçue. Par exemple, on a eu la chance ces dernières années que les cités obscures soient beaucoup traduites en Asie, et notamment en Chine. Et le récit La Tour a eu un grand succès sur les réseaux sociaux chinois. Enfin, je sais pas, il avait été lu sur une plateforme. Et donc, on s'est dit, c'est curieux parce que c'est un récit très, très européen dans ses références et nourri de toutes sortes de choses. Et ces jeunes lecteurs, parce qu'on en a vu des lecteurs entre 18 et 30 ans et des lectrices, autant de femmes que d'hommes, alors qu'on avait un public plutôt masculin en Europe, qui venaient
si on leur demandait de raconter l'histoire et de raconter ce qui les a frappés dans l'histoire et pourquoi elle les touche, serait probablement tout à fait différent des intentions qui étaient les nôtres au moment où on a développé cette histoire. Donc les références, elles sont là, mais elles ne sont pas forcément faites pour être vues. Et puis, il y a aussi toutes les références imaginaires que le lecteur va mettre, c'est-à-dire que lui, un lecteur chinois va probablement, je ne sais pas moi, peut-être penser à la muraille de Chine, là où nous penserions plutôt aux cathédrales. Vous voyez, et pour que le récit fonctionne, pour qu'il dise quelque chose, je crois, tu as évoqué ce thème par rapport aux résonances avec l'enfance, pour que ça dise quelque chose, il faut qu'on puisse dans une sorte de fond, mais ce fond n'est pas celui des intentions de l'auteur, il est aussi celui du monde intérieur du lecteur et du pays dans lequel il vit et de l'époque à laquelle il vit. Si nous lisons, vous avez peut-être entendu l'été dernier William Marx parler brillamment de Don Quichotte, et bon, même si Don Quichotte peut vivre, c'est que nous pouvons y injecter toutes sortes d'autres préoccupations que celles d'une époque où il y avait des romans de chevalerie. Et évidemment, on n'est pas vraiment soumis au problème de gens qui seraient fascinés par les romans de chevalerie. Et pourtant, on peut encore lire Don Quichotte, proposer des variations, des adaptations, etc. D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions, s'il vous plaît? C'est très important. Je crois pas. J'y vais alors. Les cités obscures que vous avez un petit peu abordées là, dans le diaporama, c'est donc une œuvre importante qui commence à être un petit peu ancienne. Il y a eu une multitude de choses. Vous avez fait des choses de votre côté, aussi bien en littérature, en essai, en philosophie. Je disais tout à l'heure, aussi bien en photographie, cinéma, enfin voilà, des choses très complètes. Monsieur Skeuten a fait lui aussi des choses de son côté, et ça ne vous empêche pas de revenir régulièrement. Alors, on imagine bien évidemment que c'est quand il y a une idée, un projet qui tout d'un coup va vous passionner à tous les deux, vous revenez sur ces cités obscures, vous repartez non pas de là où vous êtes parti, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, la temporalité et l'espace est différent d'un album à l'autre, mais là pour le coup avec Nemo, ça faisait 12 ans, 13 ans. Oui, mais on avait fait d'autres choses ensemble. En fait, Tout à fait. on a un petit peu exagéré l'idée qu'on serait revenu. On a fait d'autres albums et d'autres travaux, mais qu'on n'avait pas labellisé Cité Obscure. C'est ça. Et donc, là, oui, mais c'est une volonté. Oui. Mais grosso modo, c'était un travail en continu depuis beaucoup d'années, puisqu'on est à l'origine des amis d'enfance. Et c'est un travail justement où on cherche à aller assez loin dans ce que la collaboration permet quand elle dure. C'est-à-dire que quand vous faites un livre avec quelqu'un, bon, je sais pas, je travaillais avec d'autres auteurs. Quand je travaille avec Aurélia Ruita, c'est le premier album qu'on fait ensemble, donc on se cherche un peu, on tâtonne, et puis je me dis, il faut que ça lui plaise, et puis elle se dit, il faut que ça lui plaise aussi, et c'est un tout autre style de dessin que celui auquel il est habitué, etc. Mais quand on a fait 10 bouquins ensemble, et d'autres expériences, des expositions, des scénographies, des conférences, etc., on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau qui nous donne envie. Par exemple, François avait déclaré à un moment qu'il ne ferait plus de bande dessinée. Et donc ici, on a fait un livre ensemble, mais ce n'est pas strictement une bande dessinée. Mais voilà, ça tire quand même parti de tout ce que la bande dessinée nous a appris. Donc ce n'est pas une collaboration qui se situe, comment dire, dans la continuité. On était très sensibles dès notre jeunesse, assez bizarrement, pour être grands lecteurs de BD belges, et on se disait, mais comment, par exemple, Maurice a-t-il pu dessiner toute sa vie Lucky Luke? Il a commencé Lucky Luke, il était dans la vingtaine, et comment il a pu mourir avec Lucky Luke? Et il le dessinait quand même, bien sûr, il y a une évolution stylistique très forte, mais il y avait des contraintes, c'est grosso modo la même technique, le même univers, le même personnage, et on se disait, on ne se voit pas faire ça. Et puis on a fait un premier album, et puis un deuxième, puis on se dit, ah oui, mais il pourrait appartenir au même monde. À partir de ce moment-là, on avait toute liberté, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une sorte d'unité, et puis en même temps, on pouvait dire, bah, ça sera en noir et blanc, ça sera en couleur, ça sera long, ça sera court, ça sera une forme de récit illustré. Et puis on a eu la chance que le public et notre éditeur nous suivent. C'est aussi une époque où peut-être les éditeurs étaient assez attentifs à chaque projet et nous ont promus au bon moment et ont permis à la série de s'installer suffisamment pour que des projets bizarres puissent voir le jour. Voilà, on a même fait un livre avec un disque, des trucs, enfin, DVD, il y a un petit peu de tout, parce qu'on avait pu créer un effet communautaire.
voilà, mais ça, c'est des choses qu'on ne calcule pas. Hein. J'ai lu une interview de vous récemment où vous parliez de Nemo pour expliquer la genèse du projet, où vous disiez que vous tombez un petit peu par hasard, comme vous l'avez dit, sur les dessins de M. Skeuten. Bon, pas réellement par hasard, parce que j'entends bien. Je vois ce qu'il fait quand même. Voilà. Mais disons que je pense que François n'a pas commencé ses dessins dans l'optique d'un livre, peut-être de quelques grands tirages ou d'un portfolio ou de quelque chose, et qu'à un moment je lui dis non mais François, le récit est en germe là-dedans, il ne reste qu'à le faire apparaître. Pour le faire apparaître, il faut donner une voix, il faut créer un personnage, parce que les images étaient discontinues. Et en fait, après toutes ces années de collaboration, qu'est-ce que vous portez comme regard sur son travail à lui? C'est-à-dire, visiblement, vous n'êtes pas lassé, bien évidemment, ça paraît évident, mais il est quand même encore capable de vous émerveiller en vous disant « mais tiens, mais ça me donne envie d'aller plus loin ou autre ». Enfin, c'est très, très unique. Écoutez, je vous dirais un peu bêtement, un peu simplement, que j'aime le dessin et j'aime les dessinateurs et dessinatrices. Je m'émerveille assez spontanément et facilement. Donc, voilà, on a envie de faire quelque chose ensemble et j'ai envie, par certains côtés, de me mettre au service de son dessin ou d'autres dessins ou d'un photographe ou d'un cinéaste. Et je pense... Alors ça, vraiment profondément, je pense que le scénario est quand même l'embryon, le germe de quelque chose qui va s'accomplir dans la réalisation d'un autre. Si j'écris, moi, un roman ou une biographie, je suis seul responsable. Je porte le germe et puis je porte le résultat. Si j'écris pour le cinéma, que ce soit un documentaire ou une fiction, je la porte de bout en bout. Mais quand j'ai écrit, par exemple, pour Raoul Ruiz, qui était un grand cinéaste chilien installé en France, un ami de longue date, je savais très bien que j'apportais des éléments qui allaient être aspirés dans la formidable machine Ruiz et qu'il ne fallait pas que je m'attende à les retrouver exactement. Alors il me disait... à la fin d'un tournage. Bon, alors il y a des scènes que je n'ai pas pu tourner, on n'a pas eu tout ce qu'il fallait. Tu arrangeras ça avec la voix off. Alors, elle dit, oui, ne t'en fais pas, j'ai tourné des très très beaux plans avec la lune et les nuages et tout. Et donc, on s'est retrouvé avec les scènes manquantes du film. Et j'ai bouché les trous du théâtre. Mais je n'étais pas du tout frustré. Je n'ai pas dit, enfin, Raoul, tu aurais quand même pu tourner la scène 17 qui était formidable et tout. Non, c'était comme ça. C'était un processus où j'ai apporté un matériau, comme le directeur photo a apporté un matériau, comme les acteurs et actrices ont apporté un matériau. Et je ne cherche pas à retrouver mes mots. Par contre, en bande dessinée, par rapport au cinéma, on a quand même quelque chose de formidable dont les écrivains ne se rendent pas toujours compte, parce que beaucoup rêvent d'écrire pour le cinéma, c'est qu'on est co-auteur du livre. On est quand même là, ensemble, du début à la fin, et on se sent responsable à égalité. Si vous dites Astérix, vous dites Goscinny, Uderzo. Au cinéma, si vous avez un film de Robert Altman ou de Bertrand Tavernier, il n'y a que les spécialistes qui savent qui a écrit ce scénario. Et jamais on ne viendra dire au moment du montage final ou du mixage, tiens, Jean-Claude Carrière, ce serait bien de revenir et de nous donner l'avis sur ceci, sur cela, etc. Non, hop, le film a suivi sa vie. En bande dessinée, on a été profondément, on reste co-auteur, co-signataire, et de ce point de vue-là, on est vraiment dans une démarche d'auteur et un artisanat. Et puis en plus, autre avantage de la bande dessinée, je ne sais pas si ça durera, mais la pression financière n'est pas trop grosse. C'est-à-dire que nous pouvons faire des choses bizarres qui atteignent un certain niveau de public, et finalement, tout le monde est assez content, auteur, éditeur, etc. Alors qu'au cinéma, plusieurs fois, il y a eu des gens qui se sont intéressés à notre travail, et puis on arrive à dire, oui, mais il faut rajouter une histoire d'amour, oui, mais il faudrait que ça se termine bien, oui, mais bon, le noir et blanc, c'est pas terrible, et puis de changement en changement, on se dit, bon, ça va être une dénaturation complète, parce que c'est un film à effets spéciaux, c'est un film avec des décors, donc c'est un film cher, et s'il est cher, il doit pouvoir plaire à un public extrêmement large. Et ça, en bande dessinée, je veux dire, je prends un album que j'aime beaucoup, je crois qu'il est mon préféré dans la série, qui est L'Enfant Penché. Dans L'Enfant Penché, il y a des séquences en roman photo, en récit photographique, mais c'est très bizarre, dans une bande dessinée, de faire ça, et on a pu le faire.
même s'il a fallu au début convaincre un peu notre éditeur, mais ils l'ont fait, c'est bon. Alors qu'au cinéma, on aurait tout de suite dit, bon, cet élément-là, on va l'éliminer, on va revenir à l'histoire de la pauvre petite Mary qui est penchée, etc. Et puis après, on aurait dit, mais attendez, il y a une scène un peu chaude dans l'histoire, alors que cette histoire pourrait être très invitante pour les familles, donc on va enlever, bon, etc. Vous voyez, il y a là quelque chose dont on n'a pas toujours conscience. La bande dessinée qui a été dédaignée par certains, et qui n'est pas le nec plus ultra non plus, hein, la littérature, le cinéma, la peinture, le théâtre, c'est formidable aussi. Mais la bande dessinée, elle offre des avantages dont on n'est pas toujours assez conscient. Et je prends un autre exemple, c'est celui de Persépolis, de Marjane Satrapi. Imaginez Marjane Satrapi allant frapper à la porte de producteurs pour dire voilà, j'ai grandi en Iran, puis en exil, et je vais raconter mon histoire et on va en faire un dessin animé. Ah, c'est très gentil, Madame Satrapi, merci beaucoup. Oui, oui, ça va intéresser beaucoup de monde. Racontez ça pour vos amis. Et puis, Marjane, elle est dans le groupe, l'atelier, avec les dessinateurs de l'association, avec David B, etc. Elle commence à raconter son histoire, et puis on fait un premier volume, un succès d'estime, et puis un deuxième qui marche mieux. Ça devient le roman graphique presque le plus connu de tous les temps, et elle peut faire son dessin animé. Donc ça, c'est vraiment fantastique. C'est-à-dire que pour raconter une matière intime, et dire cette matière intime va pouvoir toucher énormément de gens dans le monde entier, le passage par la bande dessinée a été absolument magique. Et je pense que Truffaut disait souvent à des apprentis scénaristes, commencez par écrire des nouvelles ou écrire des romans, parce que si ça n'aboutit pas, votre roman, peut-être qu'il aura la chance d'être publié. Et c'est un bon conseil, et je crois qu'à beaucoup de gens, ils pourraient dire, écrivez votre bande dessinée, votre roman graphique, écrivez-la ou dessinez-la, parce que vous avez toute chance de mener à bien votre projet, si vous avez l'énergie pour le faire. Alors que les scénarios de films, on en connaît quand même beaucoup, qui s'accumulent dans les armoires. Or, un scénario non tourné, ça n'est rien du tout. Une bande dessinée qui n'a pas eu beaucoup de succès, ou un roman qui n'a pas eu beaucoup de succès, il a quand même sa petite vie, et qui sait, peut-être qu'un jour, il trouvera une deuxième ou une troisième existence. Voilà. Ça tombe très bien que vous parliez de ce livre-là, parce que pour le coup, moi aussi, j'ai une question dans la tête depuis pas mal de temps. Dans votre œuvre, il y a un album qui est un peu particulier, Marie la Penchée, ou L'Enfant Penché, où vous avez deux versions différentes. Et je crois pas, je connais un peu quand même vos bouquins, je crois pas que dans ces bandes dessinées-là, vous ayez fait deux fois, non pas la même histoire, parce qu'elle est, mais en fait deux formats différents, deux possibilités différentes. Une bande dessinée, on va dire traditionnelle, et un album plutôt album jeunesse pour enfants. C'était quoi la volonté de faire ça ? Oui, vous avez raison. Je parlais de Töpfer et du docteur Festus, et à l'époque, j'ignorais cette double existence de la même histoire chez Töpfer. Je me suis intéressé à Töpfer plus tard. Et on a eu envie de faire ça parce qu'on pensait qu'il y avait dans cette histoire un potentiel enfant qu'il n'y a pas dans nos autres histoires. Et en même temps, on voyait des développements plus sophistiqués. Donc on a fait les deux versions en parallèle. Je crois qu'on a fait l'album jeunesse vers la fin de la BD, Oui. mais ils sont sortis à peu près en même temps. Et dans la BD, il y est fait allusion, c'est-à-dire que Mary, qui était penchée, qui est devenue une adulte, qui est droite, dit « Maintenant, mon histoire est devenue un conte pour endormir les enfants ». Et donc, mais c'est devenu un conte, donc ça veut dire que ce n'est pas la même histoire. Et on avait eu le plaisir de présenter assez souvent cette histoire à des tout-petits dans des classes et avec des discussions assez passionnées autour du thème, puisque le thème était quand même une petite fille en rupture avec sa famille et qui va traverser toute une série d'aventures avant de trouver une famille d'élection. Donc il y avait des enfants, c'était vraiment très révélateur, des enfants qui trouvaient ça magnifique, formidable, et d'autres qui étaient très apeurés et disant mais est-ce qu'elle va quand même retourner chez ses vrais parents, quoi. Donc c'était un rapport à la famille biologique, famille recomposée, famille de cœur, voilà. Mais c'était amusant parce qu'effectivement, autant l'histoire, l'enfant penché, une histoire sophistiquée justement avec ses pages photos, plusieurs récits entrecroisés, autant l'autre était vraiment une histoire très très directe. Et encore récemment, j'ai rencontré dans une signature une femme qui achetait l'enfant penché et parce que quand elle avait 6 ans, elle avait lu Mary la Penchée et qu'elle l'avait adoré. Et donc, voilà, du coup, elle découvrait l'autre version. Voilà, c'est les aventures des livres, c'est bien aussi ça. C'est une forme de durée étrange.
quand vous travaillez, par exemple pour la télévision, vous faites quelque chose, il y a plein, ou même vous passez à plein de gens ont vu pendant les 3 jours qui suivent, on vous dit, ah, il y a ceci, cela, tel film. Et puis c'est fini. Alors c'est totalement terminé. Et puis un livre, un jour, dans la bibliothèque de quelqu'un, dans une médiathèque, dans une librairie, il vit sa vie, il est ressorti, même vous rangez, hop, il y a ce livre, et il retrouve une autre vie. Et ça, je trouve vraiment une chose absolument merveilleuse dont on ne parle pas assez, c'est cette longévité de l'objet livre qui lui permet d'être redécouvert, même quand parfois il est passé inaperçu. J'ai une autre question sur l'enfant penché, puisque je trouve aussi que c'est un magnifique album. Je trouve qu'il y a une constante dans votre œuvre, avec celle de François, c'est qu'il y a un côté quand même, et encore la fois peut-être l'influence des écrivains aussi, un côté kafkaïen dans ce monde des cités obscures. Souvent les personnages sont un peu avalés par ces cités tentaculaires et sont confrontés à des règles absurdes. C'est particulièrement vrai dans L'Enfant penché. Ce qui m'a frappé moi quand je l'ai lu la première fois, c'est comment les parents réagissent quand ils voient cet enfant penché. Ils disent des phrases absurdes, mais tiens-toi droite, fais pas l'intéressante. Enfin, on la met dans une maison de retraitement. Il y a un côté kafkaïen. Enfin, est-ce que vous êtes tout à fait conscient, bien sûr, de cette influence? Enfin, moi, ça me paraît évident, quoi. Kafka a ressenti des choses, et bien sûr, c'est un écrivain qui a compté pour moi et pour beaucoup de gens, mais il n'y a pas que lui qui ressent cette bizarrerie du monde. Le monde est biscornu, les règles, voilà, oui. J'ai l'impression que dans toutes nos histoires, il y a un côté, comme ça part de là, le sérieux du dessin et parfois l'âge des personnes, il y a un côté un peu ado, ou du genre, mais pourquoi toutes ces règles autour de nous, quoi? Pourquoi on doit obéir? Pourquoi il faut être dans la norme? Et la bande dessinée a permis de faire exister cela. Et c'est vrai que François Skeuten, particulièrement, n'aime pas dessiner un univers trop quotidien. Je pense qu'il y a des merveilleuses bandes dessinées du quotidien aujourd'hui, mais lui, il est toujours un peu plus dans un univers décalé, dans un univers de la fable, où on peut raconter les choses autrement. Et par exemple, faire vivre une ville démesurée, écrasante, qui serait évidemment une horreur, si elle existait, mais qui, le temps d'une bande dessinée, est un décor puissant, comme Fritz Lang l'a fait dans Metropolis, ou Brasil, Blade Runner, enfin ces films qui ont pu faire exister un monde dans lequel on ne voudrait pas vivre, mais qui nous laissent une empreinte très, très forte. Et ça, la bande dessinée, enfin, en tout cas, la bande dessinée avec un dessinateur comme lui, puisque j'ai non seulement travaillé avec lui, mais pour lui. François est frère d'architecte et avait ce talent pour les perspectives, la démesure. Et un jour, je vais finir là-dessus, hein, on ne va pas être trop long, mais un jour on a eu la chance de rencontrer Terry Gilliam, et qu'on admirait beaucoup. Et alors Terry Gilliam dit: ah, j'adore votre livre La Tour, j'aurais bien aimé l'adapter au cinéma, mais c'est trop cher pour moi. Alors on s'est dit, si c'est trop cher pour Terry Gilliam, vaut mieux que ça reste une BD. Voilà, ça c'était la fin de l'adaptation. Nous allons nous arrêter là parce que nous devons partir à la bibliothèque de Codéran pour une autre intervention. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cette journée. Et merci beaucoup, Monsieur Peters.